Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 22. Fred Castella n'avait pas été efficace depuis le départ de Solange et d'Isaac. Il était intimement persuadé qu'il y aurait un problème. Si d'ordinaire il était plutôt débonnaire, lorsqu'une telle idée l'habitait, il changeait complètement de personnalité. Une sorte de Dr Cool et Mr Stress. À cet instant précis, c'était bien Mr Stress qui s'exprimait pleinement. Il avait bien essayé d'avancer sur un dossier qui traînait sur son bureau depuis trop longtemps. En vain. Il parcourait une demi-page et regardait son téléphone portable pour s'assurer qu'il n'avait pas manqué un appel. La scène recommençait, encore et encore, dans une espèce de mouvement perpétuel infernal. Si au moins Solange avait bien voulu lui donner l'adresse du rendez-vous, mais non, rien. Il avait insisté, presque supplié, elle n'avait rien lâché. En temps normal, il aurait été capable de lui faire la tête, mais cette fois-là, il était trop inquiet pour se prêter à ce petit jeu. A l'inverse, il avait encore insisté, jusqu'à ce que les deux policiers quittent son bureau. Vers 15h30, il craqua. Alors qu'il venait d'empoigner son téléphone pour la 100e fois, et que pour la 100e fois il n'avait aucun appel, il se décida à téléphoner à Borel. Lorsque ce dernier décrocha, Fred comprit immédiatement qu'il le dérangeait. Il n'en eut cure. Tu as des nouvelles de Solange et d'Isaac? Écoute Fred, c'est pas trop le moment là. Ma question est simple. Même si tu es occupé à satisfaire une envie pressante, tu peux tout de même me répondre. Il eut un silence pour toute réponse. Et là, Mr Stress laissa aller sa colère. Tu sais quelque chose, j'en suis certain. Alors tu me le dis immédiatement, ou alors je vais... Il chercha une menace crédible, mais il ne la trouva pas. Il arrêta donc sa phrase sur ces 3 petits points, laissant au commandant le soin de compléter selon son imagination. Il dut en avoir, car après un grand soupir, il se résigna. Il y a un problème. Comment ça, un problème? Ils ont disparu apparemment. Comment cela, disparu apparemment? Le commandant eut une nouvelle hésitation et Castella grogna comme un chien enragé. Rejoins-moi, traître de Malfosse. Bien qu'il habitait à l'extérieur de la ville, assez loin de son lieu de travail, Fred n'utilisait sa voiture qu'en de très rares occasions, préférant avoir recours à la générosité de ses voisins ou des transports en commun qui par chance desservaient sa banlieue. À chaque fois qu'il prenait le volant, une seule question l'obsédait. Allait-elle démarrer? Sa Renault 11 beige était une voiture de 1984. Elle n'avait pas gardé grand-chose de sa patine d'origine, et lorsqu'il prenait place à l'intérieur, ses vieux sièges devenus informes peinaient à soutenir le bonhomme. C'était la première voiture qu'il avait achetée après avoir obtenu son permis tardivement par manque de temps et de motivation. C'était la seule. Lorsqu'on lui faisait remarquer qu'elle était très vieille et sans doute bonne pour la casse, le légiste répondait qu'il l'avait toujours connue vieille, car il l'avait achetée d'occasion, et qu'elle lui suffisait. Mieux, il l'aimait bien. Une telle fidélité mérite récompense. Et ce jour-là, l'Air-11 récompensa son propriétaire en démarrant au quart de tour. Il dut sans doute asphyxier une dizaine de passants à chaque fois qu'il dut redémarrer après avoir marqué un stop ou un feu rouge, mais il arriva à bon port assez rapidement. Un policier de faction devant la maison lui barra le passage.
Fred s'énerva sans parvenir à entamer le calme du fonctionnaire. Mais heureusement, ces vociférations attirèrent l'attention du commandant Borel qui le fit entrer. La maison était, du moins dans son rez-de-chaussée, dans un état déplorable, comme si elle avait été le lieu d'une violente bagarre. Certains meubles étaient renversés, dans le salon les rideaux étaient déchirés, deux lampes étaient éclatées au sol. « Ne me dis pas, » s'inquiéta Fred, « que c'est le lieu où Solange et Isaac avaient rendez-vous. » Écoute, Répondit Borel embarrassé. c'est l'adresse qu'il m'avait donnée et leur voiture est garée dans la rue. En revanche, il n'y a aucune trace d'eux dans les alentours. Bordel, je le savais que ça allait mal tourner. Castella se frotta le visage avant de poursuivre. Et comment vous avez été prévenu? Pareil, voisin. Ils ont entendu des coups de feu et des cris et ils ont vu 2 camionnettes dans lesquelles on a transporté des personnes visiblement mal en point. Bordel, vous êtes certain qu'ils ne sont pas là? Le commandant fit signe non de la tête, mais le légiste voulut insister. À l'étage. Il n'y a rien à l'étage, tout est en ordre. En revanche... En revanche quoi? S'agaça le médecin. Borel lui fit signe de le suivre et le conduisit à la cuisine où se trouvait encore le cadavre de Marie. En lisant la surprise sur le visage de Fred, Borel se crut obligé de préciser. J'allais t'appeler. T'es con, tu m'as rien dit, j'ai pas pris mon matos. Je sais. Confessa le commandant. Mais je suis nul en ce moment et je suis inquiet pour Sokan et Simon. Fred connaissait Borel depuis longtemps. Il ne l'avait jamais vu aussi dépité. C'était d'ordinaire un type plutôt sûr de lui et qui donnait l'impression de ne jamais faire la moindre erreur. Il devait vraiment être inquiet pour avoir réagi ainsi. Le légiste ressentit une forme de compassion et voulut faire baisser la tension malgré le stress qu'il habitait lui aussi. C'est pas grave, je fonce chercher ce dont j'ai besoin. Fais sortir tout le monde de la pièce, dès qu'ils auront fini les relevés, je serai vite de retour. Fred avait sans doute été un peu ambitieux en disant qu'il serait rapidement de retour. La circulation était dense et il joua tellement avec le klaxon que celui-ci agonisa avant son arrivée à l'hôpital. Il ne traîna pas sur les lieux, mais il mit autant de temps à revenir à la rue Malfosse. La scientifique avait fini ses prélèvements et Borel avait dû insister pour qu'on attendît le retour de Fred. Ce dernier arriva essoufflé, mais retrouva bien vite ses réflexes professionnels. Il n'eut pas de mal à identifier la cause de la mort. « Un coup d'arme blanche à la gorge. C'est particulier, » affirma-t-il en se relevant après avoir observé le cadavre de Marie. « Pourquoi » s'enquérit Borel. « Le couteau a été planté directement de bas en haut, comme si le type avait été à genoux devant la victime. C'est pas très logique. » Fred se plaça derrière la chaise où se trouvait le mort et fit mine de l'égorger. « Il aurait été plus normal qu'il se place derrière elle, comme cela, et qu'il l'égorge. » Pourquoi plus normal? Il n'y a pas de normalité dans le fait d'égorger quelqu'un? Castella regarda Borel avec une forme de désespoir dans le regard. « Ok, on va dire juste que c'est ce qu'il y a de plus courant. » Fred fit le tour de la pièce pour observer le travail de ses collègues de la scientifique. Il y avait quelques repères posés au sol et certains sur le mur opposé à la porte, juste sous la fenêtre. Castella s'en approcha pour les observer de plus près. « Ce sont des traces de balles, n'est-ce pas ?» Oui. Confirma Borel. Elles ont été extraites. C'est du 9 mm. Cela peut venir d'une de nos armes. On n'en sera certain qu'après l'analyse. Un homme en uniforme entra dans la pièce à ce moment-là en s'excusant. « Le procureur a donné l'autorisation d'enlever le corps. Les pompes funèbres sont là depuis un moment, et il demande pourquoi cela n'a pas encore été fait. » Borel jeta un regard interrogateur à Fred. D'un petit signe de la tête, celui-ci confirma qu'il avait terminé. Alors le commandant se tourna vers le policier en uniforme. « C'est bon, faites enlever le corps. » Deux choses vinrent résonner dans la tête de Solange lorsqu'elle revint à elle. Tout d'abord, un terrible mal de crâne qui semblait vouloir expulser ses yeux de ses orbites et une douleur au poignet. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre le pourquoi, et c'est seulement alors qu'elle prit conscience de la position dans laquelle elle se trouvait. Elle était allongée sur le dos, sur ce qui devait être une planche en bois, dure et inconfortable, et elle y était attachée en croix. Elle tenta de tirer sur ses liens pour se libérer, mais ceux-ci résistèrent. Après un court instant de panique, elle reprit le contrôle et chercha à observer le lieu où elle se trouvait. Bien étrange endroit, en vérité. Plongée dans une obscurité quasiment absolue, elle n'en distinguait qu'une étrange odeur de moisi et un léger courant d'air dont elle ne put déterminer l'origine. Et puis il y eut un petit cliquetis, et elle eut l'impression de distinguer un mouvement tout près d'elle. Elle eut beau fouiller l'obscurité, elle ne vit rien, mais le bruit se reproduisait. Il y a quelqu'un ? Demanda-t-elle.
Elle sentit une hésitation et répéta sa question. « Lieutenant ?» répondit une voix familière. Sokan eut un sourire. Major? Oui, c'est moi. Je peux pas bouger, je suis attaché. Ah, c'est pareil pour moi. Vous avez une idée d'où nous nous trouvons? Non, pas la moindre. Moi, je sais. Intervint un troisième interlocuteur dont jusque-là, ni l'un ni l'autre n'avait soupçonné la présence. Le fait de surprise passé, le lieutenant fut le premier à demander à ce troisième homme de se présenter. Vous savez parfaitement qui je suis, lieutenant, j'en suis certain. Effectivement, la voix et les intonations ne lui étaient pas inconnues, mais elle ne parvenait pas à mettre un nom dessus. Elle reposa sa question donc. Et elle crut entendre un petit sourire et l'homme finalement répondit. Je suis Marc Giraud. Isaac ne parvint pas à cacher sa surprise. Mais vous devez être en prison normalement. Je préfère 1000 fois être là-bas qu'ici. C'est où, ici? Interrogea Solange. Elle n'obtint pas de réponse et insista. Giraud finit juste par lui dire qu'elle n'était pas prête à l'entendre. Cette réponse ne fut pas du goût d'Isaac qui s'emporta et lâcha sur Marc certains noms d'oiseaux. Étonnamment, l'amant d'Alice garda son calme. Visiblement, les vociférations du policier ne l'intimidaient pas. Soit qu'au vu de la situation, il savait que le major ne pouvait rien faire, soit que la menace que représentaient ceux qui le détenaient était bien plus importante. D'accord, monsieur Giraud. Reprit Solange qui tenait à ramener un peu de calme dans la conversation. Mais vous, comment êtes-vous arrivé ici? Comme l'a rappelé le major, vous devriez être en prison. Ils sont venus me chercher ce matin lors d'un transfert au palais de justice. Qui il? Les GDS. Si cette conversation avait eu lieu quelques jours auparavant, le lieutenant n'aurait pas compris de qui parlait Giraud. Elle aurait demandé des explications, elle aurait sans aucun doute pris pour un fou. Aujourd'hui, non seulement elle savait parfaitement de quoi il parlait, mais en plus elle était prête à croire en l'existence de ces esprits étranges. La conversation qu'elle avait eue avec Borel lorsqu'ils avaient décidé d'orienter leur enquête sur ce point lui revint en tête. À ce moment-là, elle était persuadée qu'elle trouverait une réponse rationnelle à tout cela. Aujourd'hui, elle acceptait une autre piste. C'était la première fois qu'elle s'avouait franchement ce changement de point de vue. Visiblement, Isaac avait pris le même chemin, comme put le laisser entendre la question qu'il posa ensuite. Pourquoi les GDS s'intéressent-ils à vous? C'est avec une terrible boule au ventre que Castella était retourné à l'hôpital. Mister Stress ne le lâchait pas. Il avait proposé, ou plus exactement tenté d'imposer sa présence auprès de Borel pendant que celui-ci diligentait l'enquête. Mais malgré les liens qu'il avait avec le commandant, ce dernier lui avait adressé une fin de non-recevoir. Tu seras bien plus utile dans ta branche. Pratique l'autopsie de la victime. Cela nous apportera peut-être des pistes. Fred savait parfaitement que Borel avait raison. Aussi n'insista-t-il pas. Lorsqu'il arriva à la morgue, le cadavre n'était pas encore là. Il demanda à ce qu'on le prévienne dès qu'il arriverait, et en attendant, il tenta de travailler sur quelques dossiers en même temps. Peine perdue, il ne comprenait pas la moindre ligne de ce qu'il disait. Il avait beau s'y reprendre en plusieurs fois, il n'imprimait pas. Après un long soupir de résignation, il finit par lancer le dossier dans le tiroir du petit meuble à côté de lui, recula son siège et posa les pieds sur le bureau. Lorsqu'on frappa à la porte, il bondit comme un ressort. « Entrez !» La déception de voir apparaître une des secrétaires de l'hôpital put se lire sur son visage, car la jeune femme crut nécessaire de s'excuser. Mais cela ne rendit pas Castella plus agréable. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il sur un ton qui pouvait laisser penser qu'elle venait de faire une bêtise. Elle lui tendit une enveloppe qu'elle tenait jusque-là sous le bras. « On vient d'apporter cela pour vous. » Le légiste attrapa le document qu'on lui tendait et y jeta un coup d'œil négligent. L'entête, en haut à gauche, lui permit de comprendre qu'il s'agissait des résultats d'analyse. Il remercia la messagère et n'attendit pas qu'elle soit partie pour ouvrir l'enveloppe. Il s'agissait, comme il l'espérait, des résultats des prélèvements faits sur Aurore Roy lors de son admission. Oubliant son stress, il s'y plongea avec intérêt et les secrets espoirs d'y trouver des informations capables d'aider Borel dans son enquête. Les premières pages ne comportaient que des détails généraux, des résultats très classiques. Il les lut en diagonale pour ne pas prendre le risque de manquer quelque chose, mais il les passa rapidement. La seconde partie du rapport retint davantage son attention. Elle détaillait les points les plus étonnants des analyses. Le premier à retenir son attention fut la présence de scopolamine. Comme il l'avait précisé précédemment à Solange, ce produit pouvait provoquer une mort apparente. Mais la dose ici n'était pas assez forte. Plus étonnant encore, il y avait des traces d'atropine, en dose plus conséquente et susceptible d'expliquer la paralysie musculaire d'Aurore. Enfin, de l'hyoscyamine,
qui pouvaient avoir les mêmes conséquences. Pour le légiste, l'état de Madame Roy n'était plus désormais un mystère. Elle avait dans le corps 3 produits susceptibles de simuler la mort et de créer des paralysies impressionnantes. Les études de Castella remontaient à pas mal d'années, et il avait sans doute oublié certaines choses. Mais pourtant, ce qu'il avait sous les yeux fit remonter en lui les souvenirs d'un cours sur les plantes et leurs effets. Ce point-là de sa formation ne l'avait jamais passionné, mais il connaissait quelqu'un qui pourrait le renseigner davantage. Marc Giraud aurait bien voulu ne jamais avoir à répondre à cette question. Pourquoi les GD s'intéressaient-ils à lui? Avec le recul, il savait maintenant qu'il n'avait pas pris assez au sérieux la proposition de cette femme. Il avait accepté par jeu, sans y croire vraiment. Et quand les promesses s'étaient réalisées, il avait juste voulu savourer le résultat. Après, tout s'était emballé, et il se retrouvait ici aujourd'hui sans savoir ce qu'il attendait vraiment. Pourquoi les GD s'intéressent à vous? Insista Isaac. Giraud n'eut pas le temps de répondre à la question. Une lumière blanche violente vint déchirer l'obscurité. L'espace d'un instant, les prisonniers purent voir ce qui les entourait. Ils se trouvaient dans une pièce immense, dont les murs étaient gris et neutres. La lumière s'évanouit aussi vite qu'elle était née, replongeant tout le monde dans le noir. Solange sentit alors une présence supplémentaire dans la pièce. Elle était persuadée que son instinct ne la trompait pas. Elle en fit part à ses compagnons d'infortune. « Il y a quelqu'un d'autre » dit-elle simplement. « J'en ai bien l'impression. » répondit Isaac un peu angoissé. Quelque chose frôla le bras de Soukan. Elle se tendit. Impossible de voir s'il s'agissait d'un être humain ou d'une bête. « Nous sommes de la police. » dit-elle à la cantonade, comme pour prouver qu'elle n'avait pas peur. « Vous avez tout intérêt à nous libérer. » Un éclat de rire tonitruant résonna à sa droite. Elle tourna la tête et put juste distinguer 2 yeux qui brillèrent un court instant avant de s'effacer. Puis il y eut un souffle à sa bouche, et lorsqu'elle tourna de nouveau la tête, elle sentit cette fois-ci une odeur très désagréable, et elle distingua un visage tout proche du sien. Un visage dont le regard était le même que ceux qu'elle avait cru voir un instant plus tôt. Instinctivement, elle eut un geste de recul, mais les liens lui rappelèrent qu'elle n'était pas libre de ses mouvements, et son étrange visiteur se tenait maintenant tout proche d'elle. Elle n'eut pas de mal à reconnaître le visage peint en blanc et les yeux cernés de noir. « Pensez-vous vraiment, demanda le GDS, que vous êtes en position de demander quoi que ce soit, lieutenant ?» Et qui êtes-vous, bon sang? Il ne répondit pas et se contenta de rire de nouveau, avant de se reculer et de disparaître dans l'obscurité. Le lieutenant plissa les yeux pour tenter de le repérer, mais la nuit le cachait totalement, et elle comprit qu'il s'était approché de Giraud lorsqu'elle entendit ce dernier implorer. « Je n'ai pas trahi, je vous jure que je n'ai pas trahi. » Pour toute réponse, il n'eut qu'un nouvel éclat de rire. Le GD s'amusait de la situation et prenait plaisir à torturer les prisonniers. Le dernier à en faire les frais fut le major. Si Solange ne pouvait toujours rien voir, elle entendit l'étrange conversation qui se noua. « Toi aussi, tu as des ordres à donner, subalterne ?» demanda le visiteur. Il n'obtint aucune réponse du major dans un premier temps, et sur un ton moqueur, il insista. « Ce n'est pas très poli de ne pas répondre lorsqu'on vous pose une question. » Juste après, Isaac hurla. Bien qu'impuissante, Solange voulut intervenir. « Arrêtez cela immédiatement !» lança-t-elle. Elle n'avait pas terminé sa phrase qu'elle sentit la présence du GD tout près d'elle. Comment avait-il fait pour se déplacer aussi vite et sans le moindre bruit? « Pardon, lieutenant, vous avez des commentaires ?» De nouveau, une odeur insupportable l'agressa et lui eut en haut le cœur. Elle ne se laissa pas abattre pour autant et ordonna de nouveau au tortionnaire de laisser le major. « Je suis navré, major, » répondit ce dernier, « mais je déteste l'impolitesse. » Il y eut comme un souffle, il n'était plus vers elle. Elle l'entendit répéter sa question, et comme il n'obtint pas de réponse, il y eut un nouveau cri de douleur du major. Mue par une colère proche du désespoir, Solange tira sur les liens avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Et là, miracle, ces derniers cédèrent.
À suivre.